Elle me regardait toujours de haut, avec ce petit sourire en coin, comme si chaque mot que je prononçais était une perte de temps, comme si chaque rêve que j'évoquais n'était qu'un délire d'enfant qu'on tolère par pitié. Elle me tolérait, voilà ce qu'elle faisait. Pendant toutes ces années, dans cette école de commerce où nous étions tous les deux, elle brillait par ses résultats, par son réseau, par sa prestance. Fille d'un grand avocat parisien, toujours tirée à 4 épingles, toujours dans les cercles les plus fermés, pendant que moi je vivais en colocation, travaillais les soirs dans une pizzeria et portais mes chemises jusqu'à leur effondrement. Mais j'avais une idée, une seule, une idée que je murmurais à personne, une idée qu'elle a pourtant su tourner en dérision le jour où elle m'a surpris dans la bibliothèque à griffonner sur un carnet. « Tu crois vraiment que ta petite appli va changer le monde ?» avait-elle lancé, moqueuse, alors que je notais les grandes lignes de ce qui allait devenir plus tard la plateforme d'analyse comportementale la plus convoitée de la Silicon Valley. Ce jour-là, elle m'a écrasé, pas physiquement, pas devant les autres, mais intérieurement. Elle m'a donné ce poison du doute que je me suis traîné pendant des mois, mais je l'ai gardé ce carnet, j'ai travaillé, codé, échoué, recommencé. Pendant que tous les autres se ruaient vers les stages prestigieux, moi j'étais dans ma chambre à coder avec une cafetière brûlante comme seule compagne. J'ai lancé ma start-up l'année suivante, 3 échecs, 4 refus de levée de fonds, et puis, un investisseur m'a dit tu tiens quelque chose, mais tu ne le présentes pas comme il faut. Alors j'ai appris à parler, j'ai appris à pitcher, à convaincre, à ne plus bégayer devant les puissants. J'ai levé 100 000 euros, puis 1 million, puis 20 millions, et tout a basculé. J'étais partout, dans les médias, dans les conférences, dans les dîners privés où les chefs d'entreprise me demandaient comment j'avais eu cette idée, et à chaque fois, je pensais à elle, à son regard ironique, à ses talons qui claquaient dans les couloirs de l'école, à sa manière de dire « les gens comme toi ne percent jamais, ils rêvent, c'est tout ». Je pensais à ce moment où elle m'avait planté un râteau sec. Quand j'avais osé l'inviter à boire un verre après les cours, « Tu n'es pas mon genre ». Voilà ce qu'elle avait dit, et c'était vrai à l'époque, j'étais invisible pour elle, comme pour tant d'autres, mais l'invisibilité a une fin, et parfois, elle se transforme en lumière brûlante. Aujourd'hui, j'ai 50 employés, un siège social à Paris, un bureau à New York, et plus de 10 000 entreprises clientes dans le monde. Mon nom est connu, pas pour mon style vestimentaire, ni pour mon passé, mais pour mes résultats, et elle, je l'ai revue, ironie du destin, dans le hall de mon entreprise, un matin de novembre, tremblante, un CV à la main, un entretien prévu avec le DRH pour un poste de chargé de projet junior. Elle n'avait pas reconnu mon nom sur l'offre, évidemment, elle n'avait jamais retenu mon nom tout court. Moi, je l'avais vu tout de suite, je n'ai rien dit, j'ai laissé faire, j'ai observé depuis la salle vitrée. Elle parlait trop, elle se vendait mal, elle exagérait son parcours, et le DRH m'a demandé mon avis. Je n'ai rien dit, puis j'ai demandé à la voir, seule à seule. Elle est entrée dans mon bureau sans comprendre, puis elle a vu la plaque, elle a lu mon nom, et son visage s'est figé. Les secondes sont devenues des siècles, et elle a bafouillé un « tu, c'est toi », que j'ai accueilli avec un sourire glacial. J'ai tout de suite vu dans ses yeux ce mélange de peur, de honte, de regret. Elle n'était plus la femme assurée d'autrefois, elle était une autre, brisée peut-être, vieillie sûrement, par la vie, par les désillusions, par les erreurs, et je n'étais plus le garçon effacé qu'elle avait ignoré. J'étais l'homme qui pouvait maintenant écrire la suite de son histoire, ou y mettre un point final. Elle a tenté de rire, de faire comme si de rien n'était, mais je n'étais pas là pour jouer à l'oubli. Je lui ai dit calmement. Tu m'as appris une chose essentielle, croire en soi. C'est croire contre les autres parfois. Elle n'a rien répondu, juste baissé les yeux. Et moi, j'ai posé une seule question. Pourquoi veux-tu travailler ici? Elle a répondu ce que n'importe qui aurait dit. L'entreprise m'inspire, j'aime les valeurs, j'ai besoin d'un nouveau départ, et j'ai senti qu'elle mentait, ou qu'elle se mentait à elle-même. Alors je l'ai laissé parler, puis je lui ai dit. Tu vas signer un CDD de 3 mois, à l'accueil. Tu veux entrer? Tu entres par la petite porte. Comme moi, à l'époque. Tu vois, je crois encore aux secondes chances. Mais pas sans mémoire. Elle a hoché la tête, elle n'avait pas le choix, et moi, j'ai refermé le dossier, décidé, avec une froideur que je ne me connaissais pas. J'étais devenu cette personne qu'on ne méprise pas, j'étais devenu l'arbitre, celui qui tend la main ou la retire, celui qui peut changer une vie d'un mot. Elle le savait désormais, et chaque matin depuis, quand elle passe devant mon bureau vitré, elle baisse les yeux, elle me salue avec une politesse parfaite, mais elle sait, et moi aussi, qu'il n'y a rien de plus cruel que de devoir sourire à celui qu'on méprisait, surtout quand c'est lui qui tient désormais les clés de votre avenir. Elle baisse les yeux, oui, chaque matin, mais parfois, elle s'autorise un regard de travers, une sorte de défi silencieux, comme si elle voulait me dire « Je ne suis pas brisé, je peux encore remonter ». Et quelque part, je respecte ça, parce que je la connais. Au fond,
Je sais que son orgueil ne la laissera jamais s'effondrer complètement, mais je sais aussi que c'est moi qui tiens la corde, c'est moi qui décide combien de temps elle restera là, à l'accueil. Derrière un badge qu'elle aurait trouvé humiliant autrefois, à pointer les visiteurs et servir des cafés à ceux qu'elle considérait jadis comme inférieurs, ce poste est temporaire, bien sûr, mais il a une valeur bien plus grande, celle de la leçon, celle de la réalité, celle qui dit que le monde tourne, que les arrogants tombent, que les humbles montent, et elle apprend, je la vois, elle observe, elle écoute, elle ne parle plus autant, elle ne joue plus les reines du bal, elle fait attention. Elle devient humaine, peut-être, ou peut-être qu'elle joue un rôle, je ne sais pas encore, alors j'attends, je la teste, je donne des tâches ingrates, je la place face à son passé, parfois même je fais exprès de mentionner des soirées de l'école, des noms de professeurs qu'elle adulait, je regarde si elle rougit, si elle fuit, et oui, parfois elle fuit, elle s'enferme dans les toilettes, elle pleure sûrement, mais elle revient toujours, maquillée à nouveau, redressée, et quelque part. Cette ténacité me fascine, parce qu'elle me rappelle moi, à l'époque, quand j'étais seul contre tous, quand je n'avais que mes idées et ma rage pour avancer, et puis un jour, après 2 mois de silence poli, elle est venue frapper à mon bureau, elle m'a demandé 1 minute, je l'ai laissée entrer, elle s'est assise sans permission, elle a dit merci, simplement, pas avec ironie, pas avec orgueil, juste un merci sincère, qui m'a surpris. Elle m'a dit qu'elle avait compris, qu'elle n'attendait pas ma pitié, qu'elle voulait juste continuer, prouver qu'elle pouvait valoir quelque chose autrement que par les apparences, qu'elle avait besoin de cette humiliation pour renaître. Je ne savais pas si c'était un discours appris, ou une vérité nue, mais ses yeux ne fuyaient plus, et j'ai vu, à cet instant précis, non pas la fille arrogante de l'école, mais une femme qui voulait une seconde chance, et c'est là que tout a changé. J'ai décidé de la faire monter d'un étage. Petit à petit, vers un poste plus complexe, je l'ai placée sous la direction d'une manager exigeante, pas pour la punir, mais pour la tester vraiment, et elle a tenu, elle a même surpris tout le monde, pas par des coups d'éclat, mais par sa régularité, sa ponctualité, sa capacité à admettre ses erreurs, et moi, en la voyant évoluer, je me suis posé la vraie question. Est-ce que je voulais la rabaisser, ou est-ce que je voulais la reconstruire? Est-ce que ma vengeance n'était pas un déguisement pour quelque chose de plus ancien, plus profond, le besoin de reconnaissance? Et si elle me reconnaissait maintenant, pleinement, sans masque, que restait-il de ma rancune? Peut-être que je n'étais pas ce genre d'homme froid que j'avais cru devenir, peut-être que je voulais plus qu'un simple retournement de situation, peut-être que je voulais qu'elle voie qui je suis devenu, pas pour la dominer, mais pour qu'elle me voie enfin comme un égal, ou mieux, comme un être humain qu'elle aurait dû respecter dès le départ. Alors j'ai changé ma manière de la regarder. Moi aussi, je l'ai regardée non plus comme un fantôme du passé, mais comme quelqu'un d'aujourd'hui. Et ce jour-là, à la fin de la 3e semaine de son nouveau poste, elle est restée dans mon bureau après une réunion. Elle a demandé si je voulais prendre un café, juste un, pour solder le passé. Elle a dit, et on est sortis, 2 anciens camarades de classe, devenus 2 adultes cabossés, mais vivants, assis dans un café de la rue Lafayette. Elle m'a dit qu'elle avait été arrogante, blessante, aveugle, et je lui ai dit que j'avais été obsédé. Rancunier, dur, on a ri, un peu, nerveusement. Et il y a eu ce silence, pas un silence gênant, un silence dense, lourd, chargé de tout ce qui aurait pu être, et qui ne sera jamais, ou peut-être que si. Et quand elle m'a dit tu sais, j'ai toujours su que tu étais différent, mais j'étais trop lâche pour l'admettre. J'ai su que tout était dit, tout était pardonné, pas oublié, mais pardonné, et aujourd'hui, elle est encore dans l'entreprise, elle dirige un service. Elle a gravi les échelons par la sueur et non par le nom. Et parfois, elle vient me voir le soir, on boit un verre dans mon bureau, on parle du passé, du futur, et de ce présent étrange où celle qui me méprisait autrefois est devenue une femme que je respecte, et qui, aujourd'hui, respecte l'homme que je suis devenu. Car au fond, la vraie victoire, ce n'est pas d'écraser ceux qui nous ont doutés, mais de leur donner une raison de croire en nous.